Alors bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir particulier de recevoir Muriel Zac ce soir pour son roman Eleftheria aux éditions Emmanuel Colas qui est sorti donc lors de la dernière rentrée littéraire. Muriel, on te connaît beaucoup parce que tu es brillante et parce que surtout tu as une carrière extrêmement riche, notamment en jeunesse, notamment en poésie. Et on reparlera de cette magnifique déclaration d'amour que tu fais à un certain Brunakis, évidemment, en épigraphe du roman. Euh, mais d'abord, j'aimerais savoir, je sais qu'on ne fait pas de différence entre un roman jeunesse et un roman classique. Tu ne t'adresses évidemment pas à un lectorat, mais tu écris tout simplement. Mais quand même, tu franchis le pas d'une littérature adulte en pleine rentrée littéraire. Quel a été le déclic pour toi pour franchir ce pas-là? Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Écoute, Anthony, pour répondre à ta question, déjà, c'est mon éditrice Emmanuel Colas qui m'a proposé que ça soit son livre de la rentrée littéraire. Moi, je n'ai pas choisi d'être dans la rentrée littéraire, c'est elle qui me l'a proposé. En revanche, j'ai effectivement choisi pour la première fois en fiction de m'adresser à des adultes. Alors, tu as bien raison de commencer par souligner qu'il n'y a pas vraiment en tout cas pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale entre l'écriture qu'on peut avoir pour la jeunesse et l'écriture qu'on peut avoir pour les adultes, hein. Mais en revanche, le thème, le sujet que j'avais envie de traiter, cette fois-ci, j'avais envie de m'adresser à un lectorat adulte, tout simplement. Voilà. C'est plus la thématique et le sujet qui m'ont orienté et m'ont donné envie de m'adresser à un autre lectorat. Et encore, pourrait-on même dire que ton roman s'adresse aussi à un lectorat plutôt jeune, alors évidemment pas très jeune, mais sur des adolescents, sur des collégiens, des lycéens, ton roman s'inscrit dans une réalité aussi historique, et au final, tu ne traces aucune limite par rapport à ce lectorat-là non plus. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je pourrais un peu dire la même chose de ce que j'écris en jeunesse, puisque j'ai bien le sentiment, aussi bien avec les feuilletons de la mythologie grecque qu'avec la collection Ceux qui ont dit non, qu'avec le recueil de poèmes Immenses sont leurs ailes, dans tous les cas de figure, bien qu'ils soient classés en jeunesse, je m'adresse aussi à un lectorat adulte. Donc, dans le sens inverse, c'est exact. Tu ne peux pas faire lire Eleftheria, je pense, en école primaire. Mais en revanche, des adolescents peuvent parfaitement, je pense, y trouver leur intérêt. Alors, on va commencer par ce titre déjà, Eleftheria, qui veut donc dire liberté. Tu nous l'apprends, j'imagine, pour beaucoup, nous, Français. Euh, Ce nom-là, il évoque quelque chose en toi qui est frappant, toi qui vis avec Bruno Doucet en partie en Crète, en partie en France. On parlera de cette terre d'adoption aussi, de la Crète. Euh, mais ce mot-là, qu'est-ce qu'il évoque chez toi, ce mot de liberté? Est-ce qu'il a une résonance particulière, notamment aujourd'hui, où on reparlera aussi de ce côté contemporain de ton roman qui n'est pas qu'historique, qui s'impose aussi dans une réalité contemporaine. On pense aux Ukrainiens, on pense aux migrants, on pense à beaucoup de peuples déracinés par rapport à ton roman et pas uniquement par rapport à la communauté juive. Donc il y a une résonance particulière. Mais c'est ce mot liberté, qu'est-ce qu'il évoque pour toi? Alors, ça s'est imposé tout de suite pour moi que ça s'appelle comme ça. J'ai un peu hésité à un moment d'ailleurs à ce qu'une de mes héroïnes, puisque c'est un roman choral, il y a plein de personnages, Eleftheria, c'est aussi un prénom en grec. Donc, j'ai un peu hésité à ce qu'une de mes héroïnes s'appelle comme ça. Et puis finalement, non, parce qu'au fond, elles pourraient toutes symboliquement s'appeler Eleftheria. Parce qu'en fait, ce mot de liberté, euh, pour moi, il est bien au-delà de ce qui leur arrive à mes héroïnes. C'est vraiment la question du choix. Est-ce que nous sommes libres ou pas de choisir notre vie? Donc, dans le roman, c'est ce qu'on va essayer de voir à travers chacun des personnages et chacune de leurs destinées. Mais pour moi, en fait, si on regarde un petit peu ce sur quoi j'ai écrit depuis que j'écris, hein, je suis une vieille autrice, c'est toujours en fait présent. C'est toujours présent depuis mon premier roman de littérature de jeunesse en 99 jusqu'à mon dernier sur les enfants syriens exilés. C'est-à-dire cette question de, de ce qu'on va nous imposer, le on étant les circonstances, l'actualité, la guerre, quand on est au milieu de la guerre, les origines qu'on a, le pays d'où l'on vient, la langue dans laquelle on est né. Tout ça, ce sont des données, des contraintes, et en même temps, comment on se bat justement pour malgré tout cela, faire triompher notre liberté.
Donc, c'est un sujet que je trouve, enfin, c'est pas seulement un sujet, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui est aussi à l'origine de la collection Ceux qui ont dit non, ces hommes et ces femmes qui ont dit non pour défendre des valeurs et la liberté. Donc, finalement, c'est pas une surprise, en fait, que mon premier roman pour adultes s'appelle Liberté, Eleftheria. Et tu as fait peut-être un lapsus, tu as dit mes héroïnes. Alors en effet, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes dans ce roman, et en effet, elles sont peut-être celles qui sont les plus savoureuses, les plus emblématiques, les plus incarnées, mais il y a aussi des hommes. Je sais Oui. qu'Emmanuel Colas a aussi cette volonté, avec Jaili Amadou Amal, avec tant d'autres autrices, à mettre en avant ses héroïnes, mais il faut préciser quand même qu'il y a des hommes. Mais quelle a été Oui. ta volonté par rapport à cela, par rapport à tisser des liens, puisque ton roman est en forme de tresse, on peut le dire, en forme euh, de, de mélange, en fait, en réalité, puisque tous les personnages sont liés entre eux sans l'être réellement non plus, mais il y a quand même beaucoup de femmes. Qu'est-ce que tu voulais montrer aussi de cette époque-là par rapport à cette féminité? Alors, ça se passe au début de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, en Crète, dans une île. Et il y a effectivement un certain nombre de personnages qui sont, on va y revenir, je pense, issus de la communauté juive, et puis d'autres qui sont des Crétois et Crétoises orthodoxes. Leur point commun d'abord à tous mes personnages, hein, cette mosaïque de personnages, c'est qu'ils sont très jeunes. Je crois qu'à part peut-être le photographe qui est un petit peu plus âgé, le photographe polonais, donc oui, effectivement, tu as raison, Anthony, il y a des hommes, ce sont des jeunes gens. J'ai surtout voulu m'intéresser au sort des femmes avec ce que ça implique de combat personnel et aussi parce que j'avais envie de rendre hommage, hein, d'une certaine manière, à leur courage et à leur force. Elles ont été confrontées à des choses épouvantables pendant cette période et elles ont été aussi résistantes, elles se sont battues. Donc c'est aussi tout cela que j'avais envie de questionner, d'interroger. Je pense aussi que c'est plus difficile pour une femme d'imposer sa liberté. Ça l'est peut-être encore, je crois, aujourd'hui, en tout cas dans beaucoup de pays, on est malheureusement bien placé pour le voir. Et je pense notamment aux femmes d'Iran, bien sûr, en ce moment, mais aux femmes afghanes, mais pas que. Mais de toute façon, globalement, à cette époque-là, c'était plus difficile de trouver son chemin de liberté quand on était une femme. Et j'avais envie qu'on voit ces femmes, ces héroïnes fières, qui n'ont pas de réponse toute faite et qui cherchent leur chemin. Mais tu as raison de souligner qu'il y a des hommes aussi. Hein. C'était quand même un lapsus. Et ces hommes-là aussi sont à la recherche de leur liberté, de leur vérité intérieure. Hein. Alors, tu as dit tout à l'heure que c'était un roman choral, en effet, polyphonique, on peut l'appeler comme on le veut, mais il y a cette myriade de personnages. Euh, Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'un roman, c'est une question de choix. Souvent, au départ, sur la construction d'un roman, ce sont des choix. Ce choix-là de roman choral, est-ce qu'il était une obligation nécessaire pour toi? Comment tu l'as construit, ce roman? Est-ce que tu aurais pu ne le faire qu'à la première personne du singulier? Tu aurais pu avoir un système narratif totalement différent. Quel a été pour toi le fondement même de ce choix-là? Ben, en fait, pour répondre à ta question, je crois qu'il faut revenir à l'origine de ce roman. Pourquoi j'ai voulu raconter cette histoire? Quand on est arrivé en Crète, il y a maintenant plus de 10 ans, avec Bruno, je me suis aperçue assez vite, enfin, je me suis demandé, en fait, mais pourquoi il n'y a pas de juifs dans cette île? Comment se fait-il qu'il n'y a plus aucun juif en Crète? Et j'ai découvert une tragédie qui a entraîné la disparition de cette communauté, une tragédie complètement oubliée même des Crétois d'ailleurs. Hein. Donc, ce qui a fait un chemin dans ma tête, c'est que je me suis dit, eh bien, ces hommes et ces femmes qui ont disparu, alors qu'il faut imaginer quand même que les Juifs étaient en Crète depuis 2500 ans. Hein. On retrouve la trace des Juifs de Crète dans par exemple, à Gortine, sur le site antique de Gortine, enfin, c'est-à-dire il y a très longtemps, ils sont là depuis longtemps. Et je me suis dit, mais en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est leur redonner un nom, un visage et une histoire. Et en partant de là, ça ne pouvait pas être une seule personne, tu vois bien, c'est-à-dire que c'était une communauté déjà. Et puis, en allant un peu plus loin dans ma réflexion, dans mon travail, je me suis aussi aperçue assez rapidement que j'avais aussi envie de parler des résistants, des résistantes et des Crétois qui n'étaient pas de la communauté juive, mais qui eux aussi eh bien, étaient confrontés à l'occupation, à la guerre, à la répression. Et là aussi, ça ne pouvait pas être une seule personne.
Donc finalement, c'est ce désir de donner vie, de donner corps, de donner chair à des personnages pour leur rendre leur humanité et leur existence. Ça pouvait être que pluriel. Donc vraiment, à aucun moment, je me suis imaginé raconter cette histoire à travers les yeux d'un seul personnage. Et tu as entièrement bien fait. J'aimerais qu'on parle de Yossif Ventura, qui t'a ouvert ses portes, de ce que j'ai compris, de ses archives, qui a été le premier à être sur les traces des martyrs du Tanaïs. Qui est-il et comment s'est faite cette rencontre-là? Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Euh, c'est un des derniers descendants des Juifs de Crète. Et ma deuxième question serait davantage sur... alors, ce livre-là n'a pas encore été traduit en grec, mais j'imagine que peut-être il y a des pistes pour que ce soit le cas, je l'espère en tout cas. Ma deuxième question était davantage sur le ressenti des Juifs qui restent en Crète. Il n'en reste pas beaucoup, j'imagine, mais est-ce que tu as eu des échanges, des contacts avec certains d'entre eux, certains descendants d'entre eux, ou pas du tout? Alors, en fait, il faut que je vous raconte un petit peu les différents épisodes pour répondre à ta question. Il y a plusieurs choses dans cette question. Bon, quand j'ai découvert, alors, j'ai pas envie de la raconter jusqu'au bout parce que je pense qu'il y a Non. parmi nous des gens qui n'ont pas encore lu le livre. Hein, donc, je vais essayer de ne pas dévoiler. D'accord, je vois que plusieurs disent oui, donc je vais marcher sur des œufs. Mais donc, quand j'ai découvert cette tragédie, je connaissais déjà en fait Yossif Ventura, qui est un poète grec, né en Crète en 1938. Mais je ne connaissais pas son histoire. Et lui, il a écrit un recueil de poèmes consacré à cette tragédie. Quand j'ai décidé de travailler vraiment sur cette histoire, je l'ai appelé naturellement, puisque j'ai fait le lien. Et là, Yossif m'a dit, mais viens avec moi, parce que nous avons une commémoration là à Rania, à la Canée, à la synagogue Etzraïm, qui est la petite synagogue qui a survécu à tout cela et qui surtout a été réhabilitée maintenant et qui est gérée de manière œcuménique pour être à la fois un lieu de mémoire et un lieu de recueillement. Et donc, je suis allée avec lui là-bas. Il m'a ouvert son histoire, il m'a raconté tout ce que lui savait. Il n'avait que 5 ans à l'époque. Et il est effectivement le dernier survivant. Donc, ça implique déjà une partie de la réponse de ta deuxième partie de question. Il y a aujourd'hui, à ma connaissance, une vingtaine de Juifs qui vivent en Crète, sur toute la Crète, pas plus. Et ceux que j'ai rencontrés qui m'ont parlé de cette histoire, ce ne sont pas des Juifs de Crète, ce sont des Juifs d'Athènes ou des Juifs de Ioannina ou des Juifs, en tout cas du continent, qui étaient venus au moment de cette commémoration. Mais il n'y a pas vraiment d'autres d'autres survivants directs. Par contre, ce qu'il y a, c'est que j'ai essayé de chercher le peu d'archives, le peu d'histoires qu'on peut trouver. Alors, Yossif m'a montré des photos, m'a indiqué des gens qui, eux, avaient témoigné. Et puis, il y a des Crétois qui vivaient avec la communauté juive. Parce que les Juifs de Crète, à cette époque-là, habitent dans un petit quartier qui s'appelle Evraïki, qui est l'ancien ghetto vénitien, au cœur de la Canée, au cœur de Rania. Et ce quartier, bien sûr qu'il y a les Juifs, mais il y a aussi les Crétois. Le point commun de tous les gens qui habitent dans ce quartier, dans les années 40, c'est qu'ils sont très, très pauvres. Donc, les Crétois, eux, ont survécu et eux ont témoigné. Donc, par exemple, on va trouver des témoignages au mémorial de la Shoah de Washington. On va trouver aussi quelques bribes d'histoire. Il y a par exemple, Yossif Ventura m'a fait rencontrer une historienne crétoise qui travaille avec Etzraïm et qui essaye, Katerina elle s'appelle, qui essaye de garder, de sortir tout ce qu'on peut avoir d'archives. Voilà. Mais en réalité, sur cette affaire, sur cette tragédie-là, on n'a pas grand-chose. Katerina Anagostaki. Merci. J'aimerais que tu nous parles évidemment de l'opération Mercourt du 20 mai 1941 sur l'invasion tout simplement des troupes hitlériennes qui donc ont envahi la Crète. Alors évidemment, il faudra t'arrêter au bon moment, mais cette opération, elle est décisive puisque petit à petit, on va se rendre compte que tout le monde en réalité n'y croit pas forcément. Au départ, pendant longtemps, il y a ce qu'on pourrait appeler ça un déni de réalité, puisque personne n'y croit, personne n'ose croire
que la Crète, ce pays de résistants, et on parlera ensuite de ce pays de résistants qui a résisté à bon nombre d'oppresseurs, mais personne n'y croit, ni les Juifs, ni les Crétois, personne n'y croit. Ce déni-là, comment tu l'as traité aussi à l'intérieur de ce livre-là? Tu l'as traité de manière extrêmement brillante, certes, mais j'aimerais savoir comment tu l'as traité et j'aimerais que tu nous racontes évidemment l'opération Mercourt, s'il te plaît. Alors en fait, le roman commence à un moment où chacun est occupé à sa propre vie. Que tous les héros du roman sont dans leur propre recherche de leur destin personnel. La guerre, c'est quelque chose de lointain, c'est quelque chose presque d'irréel. Bien sûr, ils savent que ça a commencé ailleurs, mais au fond, ils se sentent assez préservés. Jusqu'à cette opération Mercure, qui est le moment où, pour la première fois, Hitler lance une opération aéroportée. Donc, ça veut dire qu'il envoie en fait des centaines et des milliers de parachutistes envahir la Crète. À l'époque, les Anglais sont déjà sur place. On ne va pas rentrer dans des histoires guerrières. En plus, moi, je ne suis pas historienne. Peut-être, dit-on, ils auraient pu gagner. En tout cas, ils ont perdu. Ils se sont laissés surprendre par cette invasion massive. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette opération-là, enfin l'opération Mercure, c'est que tout de suite, la population crétoise réagit en opposition farouche aux nazis qui viennent de leur tomber au sens propre du ciel. C'est-à-dire qu'il y a dès qu'il y a un Allemand qui est pris, dès que surtout on peut aider un Anglais à s'échapper, la population intervient. Pourquoi c'est important dans le récit et dans le roman? Parce que les autorités nazies, elles, vont immédiatement s'apercevoir qu'elles ont affaire à plus coriace qu'ils ne le pensaient. Et donc, du coup, il y a tout de suite des répressions farouches, terribles, des villages qui sont martyrisés et des populations crétoises entières qui sont décimées en représailles contre, finalement, l'aide que les Crétois apportent aux Alliés. Donc, tout ça, c'est le contexte historique. Moi, mes personnages, ils vont se trouver un peu, malgré eux, mêlés à tout ça. Parce que réellement, tu as raison de le dire, ils ne s'attendent pas. Ils ne s'attendent pas au bombardement, ils ne s'attendent pas à tout ce qui arrive. Et au fond, on peut dire qu'ils ne sont tout simplement pas prêts à ça. Alors, la Crète va être coupée en deux. D'un côté, à l'est, les Italiens de Mussolini, et à l'ouest, les nazis d'Hitler. Ça commence comme ça. Voilà. Alors, ce pays crétois, c'est crétois puisque tu les côtoies depuis déjà 10 ans. Raconte-nous comment ils sont, raconte-nous comment ils ont évolué, eux qui ont tant résisté, que ce soit par rapport aux Sarrasins, aux Byzantins, à l'Empire ottoman. Ils ont résisté. C'est un peuple de résistants depuis la nuit des temps. Est-ce qu'ils sont toujours dans cette situation-là? Est-ce qu'ils sont toujours en résistance contre un oppresseur, contre une menace potentielle? Est-ce que l'épisode, entre guillemets, l'épisode de cette époque-là a eu aussi à décupler en réalité cet effort de résistance? Ou au contraire, c'est un épisode qui est tellement méconnu qu'il n'a pas eu forcément d'effet escompté? Ce qui est méconnu, c'est le sort de la communauté juive. Mais Oui. ce n'est pas évidemment l'occupation, parce qu'il faut imaginer qu'il y a eu ici, comme d'ailleurs dans toute la Grèce, des dizaines et des dizaines d'Oradour-sur-Glane. Si vous vous promenez en Crète, vous allez croiser les traces de villages martyrisés, brûlés, des enfants, des femmes passés par et évidemment des adultes, enfin, tout le monde passé par les armes. Donc ça, par contre, c'est un souvenir qui est très présent. L'esprit de résistance que moi, je trouve permanent chez les Crétois, c'est mêlé à, comment dire, en fait, c'est mêlé à, j'aime pas, j'hésite, tu sais pourquoi j'hésite sur le mot? Parce que je déteste le mot identité et que j'essaye de faire très attention à comment on l'utilise. Pour autant, ça fait partie intrinsèquement des Crétois d'être un peuple à la fois fier d'être Crétois et qui ne se laisse envahir par personne. Mais parce qu'effectivement, ils ont vécu l'occupation ottomane, ils ont vécu l'occupation vénitienne, ils ont vécu l'occupation nazie, et quelque part, ils en sont, ça fait partie de leur âme de résister. C'est quelque chose de naturel. Et c'est aussi quelque chose de naturel non seulement de ne pas se laisser faire, mais de tendre la main.
de tendre la main à ceux qui ont besoin. Voilà, ça fait partie de quelque chose qu'on rencontre tous les jours aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose qui est assez frappant pour moi, c'est qu'ils ne se laissent pas abattre, ils ne sont pas dans la plainte et ils sont toujours dans on peut faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est l'inverse de ah ben c'est comme ça, on n'y peut rien, quel que soit ce qui leur arrive. Là, je suis bien au-delà de Eleftheria, hein. Je suis dans ce que je ressens des Crétois et je pense que ça vient même de l'Antiquité grecque en fait. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'espoir. L'espoir, ça pourrait presque, l'espérance, c'est quelque chose qui nous ferait attendre sur notre fauteuil que quelque chose advienne. Le contraire du désespoir, pour les Crétois, ce n'est pas l'espoir, c'est la lutte. Je crois que c'est quelque chose de très intrinsèquement culturel, en tout cas même dans le quotidien. Donc naturellement, tu t'imagines bien que dans la période dramatique de l'occupation, avec les atrocités qui étaient commises contre la population, plus que jamais, ils ont résisté. Les Crétois d'aujourd'hui n'ont pas oublié cette période. Mais il faut quand même se souvenir, ou plutôt pour ceux qui ne savent pas, moi je ne savais pas avant d'arriver ici, je ne connaissais pas l'histoire de la Grèce sous la Seconde Guerre mondiale. Il faut imaginer que tout de suite après la guerre, qui a été terrible aussi pour eux, où il y a eu notamment une famine incroyable, parce que Hitler a décidé de rafler tout ce qui pouvait se manger, on va dire comme ça, et envoyer sur le front de ses propres soldats. Donc les Grecs ont été affamés. Il y a eu vraiment des famines monstrueuses. Bon. Donc ils ont vécu, ils ont souffert des choses terribles. Les villages brûlés, etc., c'était aussi sur le continent, je vous l'ai dit. Mais juste après la guerre, ils ont enchaîné avec une guerre civile. Alors, une guerre civile qui fait que les résistants, et notamment les résistants communistes, se sont retrouvés à nouveau à combattre parce que finalement, les puissances occidentales trouvaient la Grèce un peu trop proche de l'URSS, n'avaient pas tellement envie que la contagion communiste gagne la Grèce, et ils ont encouragé une véritable guerre civile qui a été, elle aussi, extrêmement sanglante et qui a touché la Crète aussi, la Crète étant en Grèce, bien sûr. Donc, toutes ces étapes de l'histoire qui se passent relativement peu de temps finalement avant une nouvelle dictature, hein, parce qu'après il y a la dictature des colonels, ben, ça fait quand même un... Comment ? Ça charge la barque, on pourrait dire, et en même temps, ça constitue une force de résistance un peu permanente à ce qui arrive. Voilà. Est-ce que justement, c'est ce qui les différencie de la Grèce plus traditionnelle? Est-ce qu'ils ont un caractère plus résistant, plus guerrier, qu'est-ce qui les différencie réellement Je sais, tu vas pas forcément te faire des amis avec cette réponse, peut-être. Tu vas me faire surtout passer pour l'incroyable chauvine que je suis devenue, et Non, mais j'assume. on sent qu'il y a quelque chose de plus. Tu le dis, et par moments, c'est par bribes, mais on sent qu'il y a quelque chose de plus. Alors, on va pas dire le mot identité, mais il y a un caractère supplémentaire. Ah oui, oui, oui. Non, mais les Crétois, c'est les Grecs en plus, à tous les niveaux. Donc, et alors, pour le coup, cette fierté ombrageuse. On peut les De comparer base, aux Siciliens. je ne connais pas assez les Siciliens, mais peut-être qu'il y a de ça. Mais cette fierté ombrageuse que tu vas trouver chez les Crétois et ce caractère qui vient aussi d'ailleurs des paysages, hein, qui vient aussi de cette montagne, parce qu'on pense toujours à la mer quand on pense à la Crète, parce qu'on a une mer magnifique, mais on a des hautes montagnes, on a des gorges profondes, on a des vallées escarpées. Et donc, il y a tout ça qui forge aussi un caractère, et puis une terre à laquelle il faut quand même arracher sa subsistance. Donc oui, le caractère crétois, c'est quand même encore très... ce sont les bergers des montagnes autrefois. Donc il y a encore beaucoup de bergers dans les montagnes, mais même ceux qui sont plus bergers aujourd'hui ont gardé cette force liée à l'enracinement, tu vois, dans cette terre-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de voyager en Crète, malgré le terrible destin de ces personnages-là. Tu arrives quand même à en faire quelque chose d'extrêmement lumineux. Et ça, notamment par rapport à la nature, par rapport à la mer, la montagne, à tous ces éléments-là que tu décris. Et ça, c'est plutôt rare dans un sujet aussi douloureux. Euh, Quelle a été ta volonté pour offrir un petit peu de lumière quand même au lecteur, malgré le sujet? Mais Et déjà parce que j'avais envie de transmettre cette lumière que la Crète et les Crétois m'offrent. J'avais envie de la faire partager.
j'avais envie de la transmettre. Et puis aussi parce que c'est pas parce que j'ai voulu raconter le destin de personnages qui sont confrontés à des choses douloureuses et difficiles que ça doit être seulement tragique. Il y a cette vitalité de la jeunesse, il y a des histoires d'amour, il y a les questions que se pose Stella, qui quand même enfreint une sorte de tabou, puisqu'elle est de la communauté juive et elle va épouser un crétois orthodoxe, qui en plus est un résistant communiste. Il y a Ariadne, qui elle est crétoise, mais qui finalement décide de quitter son village et les siens pour aller s'occuper en fait d'un petit garçon de 5 ans, au fond, et de la communauté juive, et qu'elle va prendre sous son aile comme si elle en était la mère, au risque de sa vie. Enfin, j'en cite 2, mais tous les personnages sont comme ça. Et je trouve qu'il y a une force de vie en eux. Et donc, c'était aussi important de montrer quelque chose de solaire. Et puis, je n'avais pas envie non plus d'un roman dont on sort glacé, terrifié. J'avais plutôt envie d'un roman dont on sort, j'espère, un peu habité par cette lumière, par ce soleil et par cet esprit de résistance. Parce que ça, ça peut paraître étrange, mais si je reviens au mot liberté du début, pour moi, quand je dis est-ce que nous sommes libres de choisir notre destin malgré tout, eh bien, chaque personnage du roman va répondre à sa manière, va choisir. Mais au fond, est-ce qu'on s'enfuit? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on résiste? Est-ce qu'on se cache? Est-ce qu'on trahit? Toutes ces questions-là, chacun va choisir, mais chacun donc est bien libre de choisir. Et donc c'est pour ça que ça n'est pas que triste et sombre, même si effectivement il y a au cœur du roman une tragédie. C'est aussi solaire de choisir parfois l'amour, de choisir parfois le risque, de choisir de danser. Et ça nous interroge grandement sur nos propres choix quotidiens. Même si on est en principe, nous en France, pas forcément confrontés à ce genre de choix-là, il y a quand même cette interpellation du lecteur. Qu'aurions-nous fait à ce moment-là? Alors c'est quelque chose qui est en effet différent selon les personnages, et tu as réussi à donner des choix différents à tout le monde, et ça c'est plutôt extrêmement intéressant. Mais ce que j'ai aimé surtout, c'est ta pudeur, ton écriture extrêmement pudique, sans jamais chercher à impressionner le lecteur, sans jamais en faire trop, dans un sujet qui s'y prêtait clairement. Euh, Même sur des épisodes terribles, je pense notamment à ce parachutiste qui tombe, qui est dans l'arbre, et que les Allemands pensent que ce sont les Crétois qui ont fait qui ont fait le coup, alors que pas du tout, en tout cas, c'est ce que le personnage, le photographe dit. Il y a quand même chez toi cette faculté à rendre les choses simples, émouvantes, sans impressionner ton lecteur, et ça, c'est peut-être le rôle de la poésie. Qui est totalement inhérent à toi, j'imagine. Est-ce que tu peux nous expliquer cette faculté à faire simple, à faire doux? C'est pas évident, c'est plus dur de faire simple que compliqué, et j'ai l'impression que tu excelles dans ce chemin-là. Est-ce que c'est peut-être le fait d'avoir écrit pour la jeunesse et pour la poésie qui permet aussi cette facilité d'émotion que tu arrives à transmettre? C'est un peu difficile à moi de te répondre. Tu vois, là, pour le coup, je sais que j'aime pas trop les effets de manche. Et j'aime pas du tout lire des livres où justement on essaye de me montrer à quel point on est talentueux dans l'écriture, tu vois, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, peut-être qu'il faut revenir à pourquoi j'écris des livres. Alors tout bêtement, et je me dis finalement, quand moi je lis un bon livre, qu'est-ce qui se passe? Je suis plus tout à fait la même personne avant qu'après. Les personnages me font réfléchir, m'ont ému et m'ont accompagné. Donc au fond, alors peut-être que c'est finalement extrêmement présomptueux, mais je crois que moi j'écris pour ça. C'est-à-dire, j'espère que mon lecteur, il va être suffisamment touché, il aura rencontré Stella, Judith, Ariadne, Rebecca, et que peut-être du coup quelque chose l'aura suffisamment ému, touché, bouleversé pour qu'il continue à faire un petit bout de chemin avec eux. Pour arriver à ça, il faut plus, faut enlever des adjectifs. il faut, euh, il faut aller, il faut aller mezzo voce dans
je sors pas la grande artillerie lourde quand j'écris, voilà. Mais c'est vrai que je sais pas si ça vient, je sais pas si ça vient de la jeunesse, peut-être plus de la poésie, mais Poésie, surtout, et oui, d'épuré. je pense plus. Et puis surtout, je crois que c'est important dans un livre de laisser la place au lecteur, pour qu'il se projette, pour qu'il puisse aussi deviner ce qui n'est pas dit, pour qu'il puisse s'identifier à qui il veut. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu dis, au fond, qu'est-ce qu'on aurait fait? Peut-être un des points de départ, moi, quand je travaille sur cette période, c'est ça. Mais j'en sais rien, moi, ce que j'aurais fait. Qui on peut être aujourd'hui pour dire, oh, mais finalement, moi, c'est sûr, j'aurais été résistant. Ou bien, mais enfin, tu vois, et donc, du coup, je n'en sais rien. Et à chacun des moments où les personnages ont à faire un choix, Rebecca, elle doit choisir combien de fois dans ce roman? Plusieurs fois. Je ne sais pas si j'aurais choisi comme elle. Et je ne sais pas si elle pouvait faire autrement que de choisir ça. Tout à l'heure, je parlais de Ariadne, la petite paysanne. Elle aussi, elle a le choix de retourner dans son village et sauver sa peau, ou bien la mettre en risque pour sauver un enfant. On a tous envie de se dire qu'on aurait fait comme elle, mais j'en sais rien. Donc c'est plutôt ça que j'ai envie de creuser. Et donc pour pouvoir proposer ça à mon lecteur, il faut y aller sur la pointe des pieds. Et vu que je vois derrière toi une magnifique illustration de Nathalie Novi, euh, immenses sont leurs ailes, un recueil de poésie pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, illustré par Nathalie Novi, et de Muriel Zac. Il y a quand même des points de convergence entre ces deux livres. Il y a évidemment une contingence, c'est une évidence. J'aimerais savoir où tu vas aller, où tu risques d'aller. Je ne sais pas si tu as encore fait un lapsus là en disant que tu travailles encore sur ce sujet-là, mais j'imagine, j'espère. J'ai l'impression que c'est un sujet que tu veux davantage creuser encore plus, peut-être sur une plus longue durée, et avec des supports peut-être différents, poétiques, puisque tu sais tout faire, Muriel. Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer dans le temps à t'habiter? Est-ce que c'est une période, un sujet? Est-ce que la Crète va devenir ton sujet? Est-ce que tu vas devenir une spécialiste de la Crète absolue? Mais ça fait un moment déjà que la Grèce est quand même à l'intérieur de moi, hein. Donc, chaque fois que je me dis je vais m'en éloigner, je m'en éloigne pas. Non, la Crète, j'ai pas fini avec la Crète, tu as raison. Je pense que j'ai pas fini avec la Deuxième Guerre mondiale non plus. Euh, et dans tous les cas de figure, quand je m'attaque à une période historique, c'est pas pour l'histoire. Je fais pas du roman d'histoire, enfin du roman historique, je sais pas comment il faut appeler. J'aime pas les catégories. Mais par contre, je crois tellement fort que le passé a tout à nous dire pour notre avenir et que du coup, pour pouvoir être actif et en lutte dans le présent, on a besoin d'avoir pas seulement la mémoire, mais de ressentir ce qui s'est passé avant nous. Que oui, là, je suis sûre que j'ai pas fini. Et puis cette terre-là, elle est très très riche en histoire. Après, tu vois, la spécialiste de la crête absolue, je ne sais pas. Encore une fois, moi, je suis pas historienne, je suis pas géographe, hein, je suis pas sociologue. C'est vraiment romancière et peut-être un peu effectivement en poète que j'essaye de rendre ce que j'aime et ce qui est beau à la fois dans ce pays et comment ça se rattache aussi au combat dont on a besoin pour aujourd'hui. Ça se tricote avec moi. Et tu vois, c'est pas très loin de ce que je fais quand je raconte les mythes antiques, parce qu'on peut penser que ça n'a rien à voir, et pour moi, tout ça est lié. Et puis tu disais à l'instant que tu n'étais pas une historienne, certes, mais sans toi, cet épisode-là serait encore méconnu aujourd'hui. Donc, je pense que à travers le roman, tu peux, je pense, développer une histoire de la Crète romanesque, mais avec un point de vue historique au départ. Et pour le coup, sans toi, cette histoire-là serait peut-être encore méconnue aujourd'hui, puisque la plupart du temps, les lecteurs ne vont pas forcément vers des livres historiques. Là, pour le coup, tu as réussi à nous embarquer totalement à travers un fait historique. Ça, c'est pas rien. Merci. Je suis très heureuse si c'est le cas, hein. Alors, je reviens sur cette histoire de contemporain, parce qu'en effet, ton roman, il est certes sur un fait historique, mais on pense à ces peuples qui sont déracinés. Le déracinement, ça fait partie de tes thématiques préférées. Ce déracinement-là,
comment tu le vois aujourd'hui avec l'actualité, comment dire, qui fourmille, on pourrait dire ça ainsi, dans tous les pays du monde, quasiment tous. Comment tu vois ton roman par rapport à cette actualité-là? Est-ce qu'il y a, évidemment, il y a des ponts, mais est-ce qu'il y a aussi un certain message, une certaine, sans donner de leçons, mais un certain message que tu souhaites envoyer aussi avec une notion d'espoir, puisque l'espoir traverse forcément tout ton roman? Alors, message non, bien sûr, hein, ça serait très présomptueux, mais ce que je disais tout à l'heure concernant la liberté de choix de chacun de mes personnages, malgré ce qui leur arrive, eh bien, on voit bien que tu peux l'appliquer en Ukraine, tu peux l'appliquer dans tous les endroits aujourd'hui où il se passe des choses absolument épouvantables et dramatiques. Alors, ça peut paraître, je sais que récemment, il y a quelqu'un dans une rencontre qui était choqué quand j'ai dit ça. Je ne suis pas en train de dire Pas comparer, c'est pas une comparaison. pas du tout, pas du tout. Simplement, dans tous les endroits où je pense que les droits de l'homme sont bafoués ou bien la liberté est mise en cause, et notamment dans les endroits tragiques où la guerre vous tombe sur la figure, donc je l'ai dit l'Ukraine, évidemment la Syrie, hein, tu sais à quel point ça me tient à cœur, il y a la possibilité d'aller chercher en soi quand même une manière de faire obstacle. On ne va pas leur laisser aux monstres, aux dictateurs et à tous ces assassins-là le plaisir de penser qu'on peut nous réduire à rien. Et c'est pour ça que j'avais envie de montrer aussi des personnages qui luttent et des personnages qui essayent de résister à ce qui leur arrive. Ce n'est pas une leçon, ce n'est pas des messages, mais c'est vraiment pour aujourd'hui. Si on était dans un monde pacifié et pacifique, peut-être que je n'aurais pas eu envie de raconter cette histoire. Donc bien sûr que c'est porteur d'espoir, j'espère. Alors, tu as 3 extraits à nous proposer ce soir. On va commencer par le premier, si tu le veux bien. Et je crois que c'est le début du roman. Oui, j'ai pensé qu'on allait commencer à Rania. Des petites flammes dans la nuit, par centaines, partent à l'assaut des vagues. On dirait une armée de lucioles surgit de la mer. Elles avancent en rang serré, bravant le flux et le reflux pour gagner le large au plus vite. Parfois, l'une d'elles disparaît, submergée par l'eau noire. Mais les autres continuent vaille que vaille de s'éloigner du rivage. Sur la grève, un murmure psalmodié par des dizaines de bouches accompagne le périlleux voyage des petites flammes dans la nuit. Rebecca s'accroupit. Après avoir allumé sa bougie à la flamme d'une bougie voisine, elle la dépose sur un radeau de paille, glisse la frêle embarcation sur l'eau et d'une pichenette l'envoie au loin. Tâche-lire. Cette année, les mots du prophète Michée ne franchissent pas ses lèvres. Tu jetteras tous tes péchés dans les profondeurs de la mer. Non, elle ne peut pas. Trop facile de se débarrasser de ses fautes en les noyant. Et puis, les grandes fautes ne pèsent pas sur ses épaules à elle, quand à racheter celles des autres. La jeune femme se relève. Elle scrute l'horizon où dansent les feux follets que les gens de sa communauté viennent de mettre à la mer et ne peut s'empêcher d'être émue, malgré tout, par la magie qui se dégage de cette scène. Lorsqu'elle était petite, elle attendait avec ferveur que Tachlir arrive. Elle préparait avec soin son radeau de paille, le consolidait, le voulait le plus robuste de tous. Pour les autres enfants, cette cérémonie était surtout le signal de départ des festivités de Rosh Hashanah. Pour elle, c'était le frisson du mystère et de la foi. Comment ces minuscules bougies flottantes pouvaient-elles ne pas toutes sombrer? Celle qui réussissait à prendre le large, garantissait-elle à son expéditeur l'effacement de ses péchés? Enfant, Rebecca tentait de ne pas perdre de vue sa bougie parmi les autres, et elle suppliait Adonai de l'emporter loin, très loin, au-delà des océans. Parfois, le soir, elle gardait les yeux ouverts dans le noir, ce noir qui la faisait trembler de peur, et elle imaginait le parcours de sa vaillante flamme, comme un apaisement, une lueur dans son obscurité. Mais l'enfance est bien finie. Rebecca sort vite quelques miettes de pain de ses poches, les jette dans l'eau d'un geste rageur, secoue les pans de sa robe claire, puis tourne résolument le dos au rivage. Elle ne croit plus à Tachlir. Merci, Muriel. Je pense à un épisode où Rebecca et Rena, à un moment donné, rêvent d'Amérique. C'est un moment important du livre, j'ai trouvé, parce que
j'ai eu l'impression qu'on rêvait davantage lorsqu'on était au pied du mur, lorsqu'on était finalement, on sentait la menace venir, Est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde où on rêve de moins en moins, est-ce qu'au final, on ne rêve plus qu'à partir du moment où on est au pied du mur? Alors, sans doute que tu as raison quand tu parles de cette scène, donc Rebecca et sa presque jumelle, Rena, sa voisine crétoise orthodoxe, son amie de cœur depuis toujours. Elle s'imagine sans partir, vivre une autre vie, loin, plus loin de tout ce qui les oppresse en Amérique. Cette Amérique-là, aujourd'hui, enfin symboliquement, tous ceux qui sont dans un pays dont ils essayent de s'échapper, tous les migrants qui vont risquer leur vie sur une embarcation, et c'est bien ce rêve-là, ce rêve fou, l'Amérique, l'Europe, un autre pays, en tout cas une autre vie qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment quand on est au pied du mur qu'on rêve le plus fort, mais par contre, je crois que c'est quand on est au pied du mur, quand la guerre nous est tombée sur le coin de la tête ou d'autres abominables euh, cruauté, que peut-être on va prendre les risques les plus fous pour essayer de réaliser nos rêves. Très bien. La période que tu as choisie, octobre 1940 à octobre 1944, donc cette invasion allemande, avec ces tentatives de résistance, comment s'est formalisée en réalité cette période-là? Parce que c'est un choix fort de se positionner sur l'ensemble de ces 4 années. Tu aurais pu choisir un seul épisode, on ne va pas en dire trop, mais tu aurais pu en choisir qu'un seul ou deux, mais là tu as décidé de traiter l'ensemble de cette résistance, de cette guerre. Est-ce que tu voulais véritablement traduire l'ensemble de l'histoire crétoise pour en finir avec cette Seconde Guerre mondiale? Tu as dit tout à l'heure que non, mais peut-être t'attaquer à un autre sujet au sein de cette guerre-là. Mais s'il fallait clôturer le chapitre pour toi? En fait, j'avais besoin que mes personnages évoluent, qu'on les prenne à un endroit et qu'on les retrouve tous ailleurs à la fin. Donc forcément, il fallait de la durée et il fallait un certain nombre d'épreuves, il fallait un certain nombre d'événements qui se passent. Et qu'ils soient confrontés aussi dans leur quotidien à ces petites choses. Quand Rebecca se retrouve en ville et voit d'un seul coup qu'il y a des affiches partout, magasin juif, là, d'un seul coup, la réalité de ce qui est en train de se passer arrive à sa conscience. Quand il faut aller se faire recenser auprès du rabbin, eh bien, chacun commence à se poser des questions. Donc, j'avais aussi tout simplement envie d'une évolution de tous ces petits faits au fil des années. Et pas justement d'aller seulement, je dirais, j'aurais pu, tu as raison, faire une unité de lieu presque et de temps avec un seul événement, l'événement final. Ça ne ressemblait pas à mon projet, qui était de nous amener tous, petit à petit, par des chemins différents, à cet endroit-là de la fin tragique. Et puis tu as dit tout à l'heure que mes personnages ne se connaissaient pas et ne se fréquentaient pas. Il y a des moments quand même, il y a quand même un moment où ils se retrouvent. Évidemment. Sur la forme, tu introduis chaque chapitre avec une citation de la Bible. Ça, c'est un choix fort aussi. Quel a été le déclencheur par rapport à cela? Le déclencheur, alors là, je n'arriverai même pas à t'expliquer comment c'est venu, mais je crois que c'est parce que quand j'ai découvert cette cérémonie de Tachlir, dont je viens de vous lire le début, qui est en fait une des cérémonies traditionnelles qui est juste au moment de Rosh Hashanah, qui est le Nouvel An juif. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Je me suis aperçue que les textes qui étaient lus, qui étaient lus à ce moment-là, collaient vraiment avec les événements que j'allais raconter. C'est comme ça que m'est venue cette idée d'aller chercher, pour illustrer chaque moment, un extrait de la Bible, lu évidemment par la communauté juive. Eva. Bonjour à tous et bonjour Muriel.
J'ai lu votre roman que j'ai beaucoup apprécié, donc je suis très contente d'être là ce soir. Et je voulais savoir, étant donné que l'histoire est inspirée de faits réels, en tout cas de faits historiques, est-ce qu'au niveau des personnages, ce sont tous des personnages de fiction ou vous vous êtes inspiré, par exemple, de listes de victimes pour certains prénoms ou de personnages ayant réellement existé? Ah oui, oui, merci Eva. Alors oui, pour les prénoms, il y a la liste. Donc effectivement, les prénoms viennent, vous avez tout à fait vu juste, je suis allée les chercher dans la liste, puisque j'avais ce projet de redonner une histoire et un visage, et donc forcément un nom à ces personnes disparues. Donc là, les prénoms viennent de là. Et j'ai tricoté. Certains personnages sont plus proches du réel, des vrais personnages que d'autres. Alors, ceux qui sont le plus proches de quelque chose qui s'est vraiment passé, eh bien, c'est Ariadne, dont j'ai parlé tout à l'heure, puisqu'il y a bien une jeune crétoise issue du village de Cournas qui aujourd'hui a un statut de juste. Voilà. Donc, sans non plus dévoiler à ceux qui n'ont pas lu le roman toute l'histoire, bien que je ne sache rien d'autre d'elle. Elle, au départ, c'est un personnage. Et puis, j'ai vu la photo de la vraie personne qui m'a été inspirée, enfin plutôt qui m'a inspiré Ariadne, pardon. Et j'ai vu cette photo et la bonté qui se lit sur son visage. Et puis, elle donne fièrement la main à un petit garçon de 5 ans. Et ce petit garçon de 5 ans, c'est Yossif Ventura. Donc, évidemment, je me suis inspirée de Yossif aussi pour le petit garçon de 5 ans, Isaac, qui est dans mon roman. Pour les autres personnages, c'est plus ténu. Mais à chaque fois, il y a une phrase, quelqu'un qui m'a dit quelque chose et qui m'a donné le déclencheur pour inventer ou broder autour de ce personnage. Par exemple, le photographe polonais, je ne sais pas son nom, mais je sais que dans la tragédie, il y avait un photographe polonais, par exemple. Voilà. Après, Rebecca aussi, il y a quelqu'un qui m'a donné envie de raconter Rebecca, mais je ne sais presque rien de celle qui m'a donné envie d'inventer Rebecca, si ce n'est qu'elle jouait du piano elle aussi et qu'elle a fait un certain nombre d'actes de résistance. Et si je peux me permettre de poser une autre question, je voulais savoir un peu l'histoire de la couverture, parce que la couverture est absolument magnifique, avec cette femme de dos, la robe rouge qui est absolument superbe. Et je trouve que c'est une couverture extrêmement réussie, qui attire l'œil, qui donne envie de lire le livre. Et je voulais savoir s'il y avait une histoire particulière, si c'était un choix personnel d'avoir mis cette image en fait en couverture. Ouais, alors, je suis contente de pouvoir vous le raconter ça parce que c'est vraiment une belle histoire pour moi. Emmanuel Colas, si vous connaissez, mais je crois que dans le livre vous l'avez connaissez bien, systématiquement dans sa collection, c'est une photo. Donc, quand on a commencé à parler couverture, elle et moi, elle m'a dit, alors tu sais, tu vas aller voir sur une banque d'images qui s'appelle Getty Images, puis tu vas regarder, puis tu m'enverras des photos pour me dire comment tu imagines ta couverture et ça va nous donner des pistes pour chercher à travailler. Donc moi, j'ai fait ce qu'elle m'a dit et j'ai commencé à lui envoyer, je ne sais pas pourquoi, j'imaginais une femme de dos devant la mer. Donc j'ai commencé à lui envoyer des photos, toutes plus moches les unes que les autres, en lui disant c'est surtout pas ça, mais voilà, comme ça, elle m'a envoyé du mais elle me dit tiens, pourquoi pas, on a échangé. Puis elle m'a dit mais continue à chercher. Donc régulièrement, j'allais voir comme ça et elle aussi de son côté. Et puis un jour, j'ai vu cette photo et je me suis dit, c'est elle. Alors là, j'ai appelé Emmanuel, j'ai dit, je l'ai trouvée, j'ai trouvé. Elle m'a dit, t'inquiète pas, moi aussi. C'est la même. Voilà. Donc ça, une fois qu'on est tombé sur cette photo, toutes les deux, on était absolument sûrs que c'était l'image vraiment qui allait incarner et porter le livre. Et je trouve que c'est vraiment, j'imagine même pas comment c'est possible une autre photo de couverture pour ce roman. Merci beaucoup, Muriel. Photo de Oleg Gekman. Monica, c'est à toi. Il faut juste rallumer le micro, Monica, et ça devrait être bon. Non. Alors, on va passer à Sandra. Bonsoir.
J'espère que Monica va trouver le micro après quand même. Bonsoir Muriel. Vous parliez des personnages tout à l'heure et ma question est en lien avec celle d'Eva. Il y a a priori, alors je n'ai pas lu votre roman encore, hein, a priori il y a une somme donc de différents personnages. Je voulais savoir en fait si vous en aviez imaginé beaucoup plus que ce que vous aviez finalement choisi d'intégrer dans votre roman. Et s'il y a eu des sacrifices à faire, justement, hein, entre guillemets, parmi ces personnages, certains personnages qu'il a fallu peut-être abandonner pour resserrer peut-être un petit peu le récit, et comment, enfin, qu'est-ce qui a motivé vos choix dans ce cas-là, si jamais il y a eu d'autres personnages qui n'ont finalement pas fini dans le roman final? Alors, fort heureusement pour moi, je n'ai pas eu à en sacrifier. J'ai une manière de procéder qui est un peu particulière, mais je ne peux pas commencer à écrire tant que je n'ai pas mes personnages à l'intérieur de moi. Quel que soit ce que j'écris, c'est toujours comme ça. Donc d'abord, il faut qu'ils soient bon, dans ma tête, mais un peu plus que ça. Il faut que je commence à vivre avec eux et qu'une fois qu'ils sont à l'intérieur et qu'ils sont bien, bien installés dans mon cœur et puis dans mon ventre, on peut y aller, on peut se mettre à écrire. Et donc, c'est impossible ensuite de les sacrifier. En revanche, certains ont pris de l'épaisseur ou une place que je n'avais pas imaginée au début. Alors, notamment, un personnage dont on me parle souvent depuis que le roman est sorti, qui est Luigi, le soldat italien, le soldat mussolinien, qui au début, pour moi, il devait être de passage pratiquement, et puis qui finalement a pris une place plus importante, y compris en tant qu'acteur dans ce qui se passe, que je n'avais pas du tout imaginé au début. Donc ça, c'est très plaisant quand vos personnages vous échappent suffisamment pour vivre des choses que vous n'aimeriez pas, vous n'aviez pas imaginé. Parfois aussi, ils font des trucs un peu moches. J'aurais bien aimé qu'ils ne le fassent pas, mais c'est comme ça. Donc, ils ont cette espèce de vie autonome. Au moment où ils ont cette vie autonome, c'est gagné. Mais je crois que c'est surtout Luigi qui m'a surprise, qui n'était pas du tout dans mon projet initial, dans cette place-là. Et puis parfois aussi, au fil du travail, en creusant, j'ai intégré, j'ai cité, alors ce n'est pas vraiment des personnages qui prennent une place, mais je cite parfois le nom d'un vrai personnage historique, notamment le chef du Parti communiste qui est mort tragiquement, massacré par les nazis, qui a été trahi. Et en fait, je me suis aperçue qu'on ne trouvait nulle part sa trace, même en cherchant sur le net. Et du coup, je l'ai intégré dans mon récit, pratiquement lui, pour lui redonner une existence. Voilà. Et quelques personnages secondaires aussi sont nés alors que je ne m'y attendais pas, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des photos. Enfin, pas tant que ça, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, mais quand même. Et à force de fixer des photos, d'un seul coup, vous avez un personnage qui se détache et d'un seul coup, ah oui, finalement, lui, il va entrer, il va venir. Alors, Monica, est-ce que c'est bon? Non, ça n'a pas l'air bon. Maman, tu y arrives ou pas? Je suis désolée, hein, c'est ma mère. Ça devrait être bon, mais on ne l'entend pas. Alors, sinon, j'ai sa question, en fait. si. Muriel, en fait, bon, ma mère a un petit souci de micro. C'est son premier Zoom Vlil ce soir. En fait, elle voulait savoir... Attendez, je reprends parce que j'ai le SMS. Oui, si vous aviez lu Ascension de Nikos Kazantzakis qui évoque l'après-guerre en Crète, leur résistance et leur massacre pendant l'occupation. Et donc, effectivement, elle voulait rebondir sur votre intervention pour faire le lien avec la liberté ou la mort et aussi l'ascension de Kazantzakis. Alors, évidemment que j'ai lu Kazantzakis et j'ai même lu La liberté et la mort quand j'étais au lycée. Donc, j'avais absolument encore aucun lien avec la Crète. Et c'est un roman qui m'a autant marqué et bouleversé que quand j'ai lu Dostoïevski, c'est-à-dire c'est à peu près à la même époque. Donc vraiment, romans magistraux. J'ai aussi lu Le Christ crucifié, que je crois certainement mon préféré de tout Kazantzakis. Je pense que j'ai lu vraiment l'essentiel de Kazantzakis, mais L'Ascension, qui est un roman qui est, je crois, si je ne me trompe pas, en tout cas, en France, il n'avait jamais été traduit avant que Cambourakis le publie. Je l'ai lu après avoir fini Eleftheria.
Et d'ailleurs, j'ai tremblé au début en me disant oh là là, oh là là. Et puis heureusement, ça va. On est raccord. Mais par contre, oui, d'ailleurs, il y a 10 ans, je crois aussi que vous rencontrez souvent ici Cambourakis, mais en tout cas, ça vaut la peine de le signaler. Il y a 10 ans, on ne trouvait plus le Christ crucifié en français. Je crois qu'on ne trouvait plus La liberté et la mort, d'ailleurs, qui s'appelait La liberté ou la mort à l'époque. Enfin, en tout cas, je crois qu'on n'avait que Zorba, Alexis Zorba, puisque je me souviens d'avoir dû les chercher dans les livres d'occasion. Et Cambourakis s'est mis à refaire traduire un par un toutes les œuvres de Kazantzakis. Et surtout, si vous ne connaissez pas, vous allez vous jeter dedans. C'est mon conseil. Et je rajoute même qu'il y a 2 albums graphiques superbes chez Cambourakis sur cet auteur-là. 2 tomes là, qui viennent de sortir et un petit bijou. Petit bijou. Ah, je n'ai pas encore lu, j'ai pas encore lu. Très très beau et le dessin est magnifique. Chloé, c'est à toi. Bonsoir. Je voulais savoir si vous saviez si votre roman allait être traduit en grec. Et deuxième question, est-ce que vous avez écrit ce roman pour que nous, Français, soyons au courant de ce moment de l'histoire en Grèce, ou si jamais votre roman il est traduit en grec, est-ce que c'est pour rappeler aux Grecs cette histoire? Merci de me poser la question parce que vous allez me porter chance. Évidemment, je n'espère qu'une chose, c'est qu'il soit traduit en grec. La maison d'édition est sur le coup, comme on dit. Et donc, le roman est en lecture dans plusieurs grosses maisons d'édition grecques. Et là, vraiment, je ne sais pas, allez, on va appeler les dieux de l'Olympe, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment, je pense, mon vœu le plus cher que ça marche. Parce que, non seulement, bien entendu que j'écrivais pour un public français, mais au fil du travail, et puis maintenant, depuis que le livre est paru, j'ai compris que vraiment, les Grecs et les Crétois ne connaissaient pas ce que je raconte là. Et j'ai aussi très envie de leur faire découvrir, d'abord parce que tout simplement mes amis grecs autour de moi ne peuvent pas le lire en français, mais aussi plus profondément parce que la Grèce est en train de commencer un vrai travail mémoriel et que c'est fondamental, enfin je crois que cette histoire-là puisse être découverte par les Grecs eux-mêmes. Donc j'espère que ça va marcher. Vous savez, l'ambassadeur de Grèce à Paris est d'origine crétoise. Il a lu le roman, ça l'a beaucoup bouleversé, d'abord parce qu'il est originaire de la Canée, qu'il ne connaissait pas l'histoire, qu'il a découvert cette tragédie en lisant mon roman. Et il l'a dit, il m'a proposé on a fait une soirée dans sa résidence personnelle à Paris il y a quelques semaines, et il l'a dit publiquement, que vraiment il ne connaissait pas. Et il y avait aussi la responsable du centre hellénique qui a pris la parole pour dire la même chose. Donc je crois que c'est le moment. Donc j'espère vraiment que ça sera traduit en grec. On aimerait que les hommes politiques français aient la même honnêteté de ne pas savoir. Ça sera intéressant. Avant qu'Agnès pose sa question, est-ce que tu pourrais nous faire le plaisir de nous lire un second extrait? Muriel, s'il te plaît. Merci. Alors, quand tu m'as demandé quel extrait, j'hésite toujours. Mais là, je me suis dit, voilà, ici, c'est l'automne. Je vous parle depuis la Crète, donc. Et à l'automne, il y a ici, on est beaucoup rythmé par les saisons parce que c'est très rural. Et il y a quelque chose qui s'appelle le Kazani. Le Kazani, dans mon village, ça sera samedi soir. Enfin, samedi toute la journée. Et comme j'ai un épisode du roman qui se passe au Kazani, j'ai choisi celui-là. Je vais lire qu'un petit morceau, bien sûr. Hein. Le Kazani est installé dans la cour de la maison. Les hommes s'activent autour de l'énorme chaudron en cuivre. Il faut être 2 costauds pour le manipuler. Tirer sur la poulie, le faire pivoter, ouvrir le couvercle, vider et nettoyer le mou qui reste au fond, puis le remplir à nouveau des résidus de raisin, le refermer et le refaire glisser au-dessus du feu. Ariadne assiste avec gourmandise à ces gestes 1000 fois répétés. Elle aime ce moment où le liquide transparent jaillit de l'alambic, goutte à goutte, pur et chantant. Elle ne boit jamais de raki. Elle déteste même cette eau de vie qui coule dans les veines de son père à la place de son sang. Mais le rituel ancestral de sa fabrication, ça, elle ne le manquerait pour rien au monde. Bien sûr, il y a l'ambiance, les discussions autour de la table que la femme du patron garnit régulièrement de graviera, tomates, olives, concombres et autres mezzedakia
mais c'est surtout le feu qui la fascine. Et les gestes de ces hommes en sueur, aux mains et au visage noircis par le labeur. On dirait un balai sauvage et muet. Les vapeurs d'alcool flottent autour d'eux. On se serre dans la petite cour en attendant son tour de Casani. Les enfants jouent dans la poussière, les vieillards s'appuient sur leur canne, le regard dans le vide. Combien en ont-ils vu de distillation dans le Casani du village? Je ne veux pas l'appeler Raki. Ici, on dit Tsikoudia et rien d'autre. Oh, ça va, calme-toi, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est qu'il soit bon. Raki, je te dis, ce sont les Turcs qui l'appellent comme ça. À l'évocation de l'ancien envahisseur, tous crachent par terre. Sans même tourner la tête, Ariadne sait que son père a sa dose. Quand il prend cette voix de stentor, c'est qu'il est déjà trop tard. Elle s'assied dans un coin, essaie de disparaître, de s'absorber dans le va-et-vient des hommes qui alimentent à présent le foyer en bois. Alors, je vais un peu plus loin, mais sa sœur, qui s'appelle Dimitra, arrive. Et puis, un homme arrive. Un homme vient d'entrer, qu'Ariadne ne connaît pas. Il n'est pas d'ici. Son costume noir est soigné, sa mine élégante. Il arrive de la ville. Sa moustache est bien taillée. Il ôte son chapeau en saluant l'assemblée. Il y a en lui quelque chose de différent qui intrigue Ariadne. Le patron du Casani s'approche, main tendue. Bienvenue parmi nous, David. L'homme, aux manières élégantes, s'assied après avoir salué chaque personne présente. Un sourire triste flotte sur son visage. La femme du patron surgit. Elle aussi semble le connaître. Elle pose sur son épaule une main affectueuse, presque caressante. Les heures passent. Le raki s'écoule de l'alambic goutte à goutte. Le père d'Ariadne ronfle la tête posée sur la table. Je vais un petit peu plus loin. Vous êtes soucieux, monsieur? C'est Dimitra, dévorée de curiosité pour l'inconnu qui a fini par l'interpeller. Vous ne l'êtes pas, vous. Mais Taxas a dit non à Mussolini. Désormais, c'est la guerre. Vous ne le savez pas? Bah si, mais d'ici à ce qu'ils arrivent chez nous, ils trouveront à qui parler s'ils débarquent. On les rejettera à la mer. D'un coup, c'est le brouhaha. La cour du Casani est une ruche. David laisse dire. Et quand le calme est revenu, il ajoute posément qu'ailleurs en Europe, c'est pas la joie. Qu'en France, par exemple, les nazis font la loi et que les juifs comme lui sont persécutés. Un silence soudain, un malaise, comme l'écho d'une menace qui se matérialise. Mais je ne voudrais pas gâcher la fête, mes amis. Vous avez déjà beaucoup souffert, monsieur David, j'espère que ça va s'arrêter. La patronne a les larmes aux yeux. Elle se tourne vers les autres pour expliquer que David est veuf depuis peu. Une méchante maladie a emporté sa femme, une si belle personne, si bien élevée, si gracieuse. Il habite à Rania, dans une grande maison, toute vide maintenant. Les langues se délient alors, et c'est un concert de condoléances, de mots de soutien, de propositions. Si on peut vous aider en quoi que ce soit, hein? David promène son regard sur l'assemblée. Il remercie, explique que ça va, que c'est juste un peu difficile de tenir sa maison, trop grande pour lui tout seul. D'ailleurs, si quelqu'un connaît une personne dévouée, prête à entrer à son service, il donnera de bons gages. Moi. Ariadne n'a pas réfléchi. Elle a bondi de son recoin, tel un diable de sa boîte. Moi. David l'observe gentiment. Il s'attarde sur ses larges mains qui semblent prêtes à besogner. Tu as l'air bien jeune. Tu sais tout faire? Oui, le ménage, la cuisine, le linge, le jardin, rien ne me fait peur. C'est le regard franc et direct, avec cette étincelle noire au fond qui emporte l'adhésion de David. Tu peux venir quand? Tout de suite. Il a l'air surpris, tout autant que Dimitra qui s'est levé d'un bond. Je vais chercher quelques habits et je vous rejoins. La voix est douce et ferme. Rien ne me retient ici. Je suis une bouche inutile à nourrir. Merci Muriel. Avant que Agnès pose sa question, j'en profite pour faire une petite photo de groupe, comme on en a l'habitude. C'est parti. Pardon, je me suis raté. C'est bon, parfait, merci. Agnès, c'est à toi. Bonsoir Muriel. Moi j'avais une réflexion et une question à vous poser qui résonne avec la question de Chloé avant le magnifique passage que vous avez lu, mais qui résonne aussi avec ce passage. Donc moi je connais pas bien la Grèce du tout et il se trouve que j'étais en Grèce le jour du 28 octobre. Et j'ai assisté aux célébrations du 28 octobre et j'y ai vu toute la naïveté qu'on peut voir aussi au 14 juillet que chante Boris Vian dans le défilé.
Et ça m'a beaucoup fait poser la question justement de si les Grecs avaient entrepris ce travail mémoriel dont vous parliez tout à l'heure. Donc, je suis ravie que vous l'ayez abordé et d'en apprendre un peu plus. Et justement, moi, j'avais cette question, même si le livre n'est pas encore traduit en grec, à partir du moment où vous êtes, vous avez interviewé ce monsieur dont vous parlez, qui avait 5 ans au moment de cet épisode. Vous avez rencontré un certain nombre de personnes. Est-ce que vous avez eu d'ores et déjà la chance d'avoir le retour de certaines de ces personnes par rapport à votre texte? Évidemment, s'ils ne lisent pas le français, ça doit être un petit peu difficile. Et si vous avez eu cette chance, voilà, qu'est-ce que ça a pu vous apporter par rapport à votre texte et l'écriture de ce texte? Alors, merci d'évoquer le 28 octobre qui vient de se passer. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, le 28 octobre, c'est le jour qui commémore, enfin, il y a 2 fêtes nationales en Grèce, et c'est une des 2 fêtes nationales parce que c'est le jour qui commémore le jour où Métaxas, qui était pourtant un dictateur, mais bon, personne n'est parfait, Métaxas a dit non à Mussolini, et donc qui a fait entrer la Grèce dans la guerre. Donc, c'est une des 2 fêtes nationales où effectivement on retrouve voilà, le côté, comme vous dites, 14 juillet, etc. Ce qui pose problème, quand je parlais du démarrage du travail mémoriel, ça concerne seulement les Juifs. Hein. On soit bien d'accord, c'est-à-dire que pour ce qui est 39-45, le travail est quand même largement fait, la résistance, etc. Ça va. Enfin, ça va. C'est plutôt la disparition, il faut quand même, je crois, de mémoire. Alors, j'ai rencontré Anastasio Karababas, qui est un historien grec juif, mais qui vit à Paris et qui vient de sortir le premier livre qui raconte l'histoire des Juifs de Grèce, en grec, malheureusement seulement pour l'instant, et donc qui a étayé beaucoup des petites connaissances que j'avais historiques là-dessus, et notamment, donc, il y a quand même 90% des Juifs de Grèce qui ont disparu dans la Shoah, hein, donc 90%. Et on sait un petit peu ce qui s'est passé à Thessalonique, mais globalement, on commence seulement en Grèce à se tourner vers cette question. Donc, effectivement, le travail mémoriel est particulièrement, paraît-il, prévu pour l'année 2023, mais on est au début du chemin, hein, donc là-dessus. Donc, j'espère que le livre peut, même s'il est pour l'instant qu'en français, accompagner. Ensuite, pour répondre à votre autre question, les personnes vraiment impliquées, pour l'instant, je pense qu'elles ne lisent pas assez le français pour l'avoir lu. En tout cas, je n'ai pas de retour direct. Par contre, j'ai un retour des Grecs lisant le français que je connais forcément. Et leur retour est à la fois très chaleureux, très positif. Ils sont très heureux, et ce qui m'a étonnée, c'est qu'il y en a quelques-uns qui m'ont dit que quand ça serait traduit en grec, je n'allais pas me faire que des amis. Voilà. Forcément. J'imagine. Et sinon, j'avais juste une autre remarque à vous faire. Je n'ai malheureusement pas encore lu le livre, mais le passage que vous avez lu d'ouverture, enfin l'incipit, que vous avez lu, m'a vraiment fait penser à un autre rite qui a lieu au Brésil et qui est un rite en fait de candomblé, c'est-à-dire d'un mélange de religion africaine et de religion catholique. Donc Iemanjá, qui est la déesse de la mer, est aussi la Vierge Marie pour les personnes qui pratiquent cette religion un petit peu animique. Et donc, il y a des offrandes de fleurs et de bougies qui lui sont faites également lors de la fête de Iemanjá, qui est aussi la fête de la Vierge Marie. Donc, il y a aussi ces petits radeaux de... En fait, c'est des radeaux de fleurs, et les radeaux les plus solides portent aussi des bougies. Donc voilà, ça m'a vraiment fait penser visuellement à ça. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans votre livre. Ça aurait même pu être une photo de la couverture aussi. Ça aurait pu être aussi. J'ai imaginé ça au début. J'ai cru qu'il y avait peut-être eu un choix sur ça, sur soit la femme en robe rouge devant la mer, mais aussi peut-être cette cérémonie-là. Apparemment, ça n'a pas été. Non. Non, non. Ça aurait pu, tu as raison, mais tu vois, j'ai même pas pensé. Nassi, c'est à toi. Bonsoir à tous. Merci pour... Vous m'entendez? Parfaitement.
Oui, voilà, je suis à Aix-en-Provence et Non, je là, c'est suis San aussi... Francisco. Pardon? San Francisco, là. Oui, justement, c'est très bien. C'est un très beau moment d'échange autour du livre de Muriel. J'ai également lu ce qu'elle avait publié il y a quelques années. Et justement, ma question, bien que je n'ai pas encore lu le livre, j'ai parcouru en diagonale quelques passages pour retrouver un petit peu le style de Muriel qui a beaucoup évolué, qui s'est beaucoup épanoui depuis ce que j'ai lu dans les années 90. Je voulais poser à Muriel, que je salue par ailleurs, une question au sujet du personnage de Rebecca. Hein, quand j'ai vu ce prénom, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un lien avec la Rebecca de la nouvelle dont le titre est Rebecca? Est-ce qu'il y a un lien immédiat, implicite? Allez. Merci Nassira. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici. Je vois une autre personne qui doit le connaître, mais à part, je ne sais pas. Nassira fait allusion à un des premiers textes que j'ai publié effectivement il y a fort longtemps en jeunesse aux éditions Thierry Magnier dans la collection Petite Poche. Ce livre est d'ailleurs épuisé aujourd'hui et dont le titre est Rebecca. Si je te dis que quand j'ai nommé ma Rebecca, je n'y ai pas pensé, tu ne vas pas me croire. Non. C'est pas moi qui m'en suis aperçue. Et là, je me suis dit qu'il y a quand même vraiment voilà, pas des obsessions, mais bon. Parce que, en fait, dans ma nouvelle, Rebecca, c'était le nom d'une péniche. Oui. Hein, j'avais nommé, puisque c'était l'histoire d'un enfant qui faisait une fugue avec un vieux monsieur sur une péniche. Mais la péniche s'appelait Rebecca. Donc, on peut dire Oui. qu'elle préfère à la suite. Et je crois que c'est un prénom voilà, qui compte dans mon panthéon. Mais Porteur. au moment où j'ai nommé mon héroïne, qui est une des héroïnes principales d'Eleftheria, Rebecca, eh bien, je n'ai pas fait le lien. C'est impressionnant. Dès que j'ai ouvert le livre, le prénom c'est mon inconscient, tu vois. est sorti du chapeau du magicien. Je n'ai pas encore lu, j'ai lu les premières pages, je n'ai pas eu le temps d'avancer. J'avais une question pour toi, Muriel, sur le fait, tout à l'heure, tu disais que les personnages étaient t'habitaient totalement. Est-ce que, en te baladant en Crète, est-ce que tu as vu des individus, des véritables personnes, ressembler à tes personnages? Est-ce qu'il y a eu parfois des comportements, des caractères, après avoir écrit le livre ou pendant? Est-ce qu'il y a eu parfois des moments où tu t'es dit, mais oui, c'est Rebecca, c'est Luigi. Est-ce qu'il y a eu, à un moment ça, ce genre de parallèle ou pas? Bah, c'est surtout avant. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des personnages crétois orthodoxes qui sont dans le roman vont puiser des modes de fonctionnement, vont puiser dans les crétois autour de moi, bien sûr, bien sûr. Alors là, tu sais, mais ça, c'est valable chaque fois qu'on écrit. Quand tu fais un roman, même quand tu racontes des dieux et des déesses grecques, en réalité, tu vas chercher, tu empruntes aux gens qui sont autour de toi. Bah, ça, c'est le côté voleur de vie des romanciers. Hein, donc il est évident. Oui, quand tu as écrit sur Zeus, j'étais ravi que tu prennes exemple sur moi. Vraiment, vraiment, merci. Vraiment, merci. Mais je pense qu'effectivement, mais là, même dans le passage que je viens de vous lire, je crois que ceux qui connaissent mon environnement proche peuvent reconnaître, par exemple, le père d'Ariadne, tu vois, ou en tout cas des échos, alors que je l'ai à peine esquissé là, mais bien entendu que, bah, tu sais, c'est une société ici, peut-être parce qu'elle est très rurale, je ne sais pas, en tout cas, elle est très ancrée dans ses traditions. Et donc, il y a un certain nombre de choses que tu retrouves encore aujourd'hui en 2022. Et j'ai pris la peine de vérifier que je ne disais pas n'importe quoi et que ça existait bien à l'époque, ça c'est clair. Mais tu vois, par exemple, il y a un moment où Stella, avec les femmes du village de Croustas, elles font du pain, elles font du paximasi exactement, c'est-à-dire un pain crétois traditionnel. Bon, bah ça, moi, je l'ai fait exactement comme ça avec les femmes du village.
Donc, tu vois, c'est plus que des inspirations. Bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Il y a une scène à un moment où le petit Isaac regarde Ariadne en train de faire de la pâte philo. Et il y a beaucoup de cuisine dans ce livre. Bon, bah, tu vois, je pense que les personnes qui m'ont initié à cette merveilleuse cuisine, si c'est traduit un jour en grec, vont se reconnaître. C'est la Méditerranée. C'est aussi une balade à travers la Crète. Tu t'es, j'imagine, baladé pendant longtemps au sein de la Crète, et c'est pour ça qu'on a des descriptions, des contemplations aussi à un moment donné de ce paysage-là. C'est sensoriel, on sent que ce soit les odeurs de la cuisine en effet, mais aussi les paysages et tout ce qui fait la singularité de la Crète. Est-ce que tu t'es posé à un moment donné dans certains paysages pour écrire? Est-ce qu'il a fallu que la nature aussi agisse sur ton écriture? Alors, je ne me suis pas posée dans les lieux eux-mêmes pour écrire, mais j'ai écrit tout ce roman en Crète. Je n'ai pas écrit une ligne en dehors de la Crète elle-même. Et est-ce que tu t'es baladé dans les endroits dans lesquels ou dans lesquels les personnages ont évolué? Oui, oui, bien sûr. Pratiquement tous les villages qui sont cités là, alors certains, je les connais très bien parce que je les fréquente beaucoup, d'autres un peu moins, mais j'y suis allée au moins une fois. Évidemment, je crois qu'il y a un seul endroit, il y a un seul endroit qui s'appelle Condomari, où là, je ne suis pas encore allée, où il se passe un événement tragique à un moment. Mais sinon, oui, ces endroits-là, je les connais. J'avais envie aussi, tu vois, en écrivant ce livre, de les faire partager. Et le monastère de Fanéroménie, par exemple, c'est un de mes endroits préférés ici, alors qu'on y va 2 ou 3 fois, je crois, dans le livre, et c'est un lieu important pour le livre. J'ai pas écrit sur place, mais je les ai arpentés. Et je pense que c'est plutôt d'ailleurs de les avoir arpentés avant qui m'a donné envie de le raconter comme ça. Et donc, comme il y a tu vois, par exemple, le village de Croustas, c'est un village magnifique que j'aime énormément. Et quand j'ai fait toutes mes recherches sur ce qui s'est passé en Crète dans cette époque, et quand j'ai découvert qu'il y avait comment on appelle ça, enfin, qu'il y avait une partie, c'était le siège des Italiens, enfin pas seulement là, mais qu'il y avait une compagnie qui était basée là. Là, je me suis dit, ben voilà, Luigi sera là. Mais je connaissais, j'avais envie de parler de Croustas avant. Et donc, j'ai cherché qu'est-ce qui s'est passé à Croustas. Et puis, du coup, Croustas est dans le roman. J'aurais pu effectivement les positionner ailleurs. Il n'y avait pas des Italiens que à Croustas. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te réponds, mais c'est mon amour des lieux qui préexiste et qui donne cette géographie particulière au roman. Très bien, très bien. Tu nous as parlé, tu as esquissé un petit peu, mais en essayant d'éviter le sujet sur ce qui arrive sur tes prochains projets. Je sais que tu es par Mons et par Vaux, mais qu'est-ce qui va venir après? Qu'est-ce qui va venir après Eleftheria, après ce premier roman? Malgré le fait que tu as déjà écrit à de nombreuses reprises, comment vas-tu évoluer en tant que romancière après ce premier roman-là? Est-ce qu'il y a des projets sur le feu? Est-ce qu'il y a un retour à la poésie, à la jeunesse? Comment tu vas organiser tout cela? Est-ce qu'au contraire, ce premier roman-là a déclenché chez toi une envie de continuer dans cette voie-là? Alors, tout à fait, mais pas seulement. C'est-à-dire que pour moi, c'est les deux, enfin les deux ou les trois, ou tout ce que tu veux, ça reste totalement parallèle. Et en l'occurrence, j'ai un 5e feuilleton qui paraît au printemps prochain. Donc là, on est en littérature de jeunesse. Et puis, j'ai aussi un essai pour adultes qui paraît en septembre prochain. Donc, tu vois. Et puis, oui, j'ai 2 projets de romans pour adultes dans mon sac. Donc, je me dis pas, tu vois, bon, maintenant j'en ai fini, j'ai publié une 20aine de livres en jeunesse, alors c'est bon, je passe à autre chose et réciproquement. Enfin, c'est plus. En fait, chacun des livres que j'ai publiés a toujours répondu à une nécessité intérieure qui est j'ai besoin de parler de cela, j'ai besoin de parler à quelqu'un, et le quelqu'un, moi, j'écris pas pour écrire, tu vois, dans mon coin, en me disant l'art pour l'art et tout. Je
Je respecte tout à fait ceux qui pensent ça, mais ce n'est pas ma manière d'écrire. Et donc, à chaque fois, il y a eu un besoin, une nécessité, quelque chose à dire. Tu vois, par exemple, quand le livre Immense sans leurs ailes est né, j'étais taraudée, habitée par les images des enfants syriens de Nathalie Novi, ces merveilleuses images. Et j'avais pas, on se serait parlé 6 mois avant, je ne t'aurais pas dit, j'ai le projet d'écrire un livre de poésie, ou bien, j'ai le projet d'écrire sur les enfants syriens. Mais simplement, ça s'est imposé sous cette forme comme ça, à ce moment-là. Donc voilà, donc je te réponds peut-être à côté, mais bien sûr que j'ai encore envie de continuer d'écrire des romans. C'est pas un seul, des romans pour adultes. C'est pas un seul, c'est un démarrage de quelque chose, j'espère. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer à écrire pour la jeunesse. Et j'espère aussi de faire des recueils de poèmes. On en est ravis. On embrasse d'ailleurs Marianne Katsaras, qui est là, je crois, aussi. Marianne est là? Moi, je ne vois pas. En fait, je crois, j'avais adoré son recueil de poésie chez Bruno Doucet. Magnifique recueil que je vous conseille aussi. Ce soir, c'est la soirée. Mes maisons, dont j'avais fait la préface. Et il y a aussi des résonances fortes avec ton roman. Là aussi, on a l'impression qu'il y a des résonances un petit peu partout avec toi. C'est-à-dire que quand tu dis que tu ne fermeras pas la porte à la poésie, à la jeunesse, etc., c'est Muriel Zac en réalité. C'est qu'il y a des ponts qui se créent dans toutes tes œuvres. Et ça, c'est quand même extrêmement fort de créer une œuvre. Il y a peu d'écrivains qui sont capables d'avoir une œuvre réelle à travers différents champs, à travers différents genres. Et ça, je trouve que tu le fais extrêmement bien avec ta plume, avec ta sincérité, ton honnêteté et en même temps, quelque chose de profond à chaque fois. Tu dénonces des choses, tu évoques des sujets qui ne sont pas forcément faciles et pourtant, il y a ces ponts qui se créent avec toi à travers les maisons d'édition, à travers les éditeurs. Et j'aimerais que tu parles peut-être de ta relation avec Emmanuel Colas, qui en effet, on a déjà reçu à plusieurs reprises pour Djaïli Amadou Amal, mais aussi pour sa maison d'édition, parce que c'est une éditrice singulière elle aussi, et qui aborde des thématiques qu'on voit très peu dans le champ littéraire actuel, et c'est bien dommage. Elle tire son épingle du jeu, et c'est tant mieux, parce qu'elle nous apporte ces voix-là, comme toi et comme d'autres. Mais j'aimerais que tu nous racontes ce travail avec Emmanuel Colas, comment vous avez travaillé ensemble, puisqu'elle est habituée à ne pas forcément travailler avec des autrices françaises la plupart du temps. Quelle a été votre relation entre vous deux? Écoute, alors là, je suis ravie d'avoir l'occasion de vous raconter ça. Mais juste un petit mot pour te dire merci de ce que tu as dit avant, parce que j'ai moi aussi le sentiment que quel que soit ce que je fais, je me sens dans une cohérence et une continuité. Et malheureusement, on vit dans un monde quand même qui cloisonne beaucoup. Et par exemple, quand tu viens de la jeunesse, il y a quand même une catégorie de gens qui vont te regarder. Voilà, c'est de la jeunesse quand même, tu vois, il y a la littérature. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'aime bien que je te remercie, simplement. La littérature jeunesse n'est d'ailleurs pas considérée comme de la littérature. C'est ce que je voulais dire. Et donc, voilà, on est dans un... Heureusement, les lecteurs, eux, ne jouent pas à ce jeu des figures imposées. Et alors, justement, aussi, pourquoi et comment je me suis retrouvée avec Emmanuel Colas? D'abord, je suis très, très contente d'être avec une maison d'édition indépendante. Bon, tu sais qu'avec Bruno Doucet, on a monté il y a 12 ans une maison d'édition qui fait que de la poésie, qui est indépendante. Tu sais quel est ce combat-là en tant qu'éditrice pour moi. Et me retrouver avec une éditrice qui, elle aussi, tricote son catalogue avec le fil de sa vie, jusqu'à s'en brûler les ailes, mais en même temps avec l'honnêteté de chaque livre, le défendre à fond, c'était vraiment ce qui me convient, ce pourquoi j'ai envie de me battre aussi. Emmanuelle, elle a lu mon roman et elle m'a appelé, elle m'a dit il est fait pour moi, j'adore. D'abord, il faut savoir qu'Emmanuelle, elle est helléniste, elle est archéologue et épigraphiste de formation, hein, donc voilà. Ensuite, dans son catalogue, ça défend non seulement la littérature étrangère, beaucoup la Méditerranée quand même, mais aussi les femmes. Donc, on est quand même dans quelque chose. Voilà, c'est un catalogue engagé, donc ça pouvait que me parler. Et quand elle a lu le roman, elle a vraiment, elle a flashé et elle m'a dit
j'ai envie de venir le défendre à tes côtés. J'ai envie de me battre pour ce livre. Voilà. Et ça, moi, je crois que c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Parce qu'il ne suffit pas d'écrire un roman, il ne suffit pas de trouver un éditeur, mais faire un bout de chemin avec un éditeur qui croit en vous, qui croit dans ce livre et qui se met en jeu, parce que c'est un combat. Quand on a, je rappelle quand même qu'il y a 490 livres qui sont parus à la rentrée. 490 romans en même temps. Donc, quand vous avez quelqu'un, une éditrice qui se bat et qui vous dit « c'est ce roman-là que j'aime, c'est ton livre, et on va y aller ensemble », eh ben, on y va. Donc ça, moi, j'aime ça. Donc, je trouve qu'elle est formidable. Voilà. Alors, et ma question était même double sur le travail du texte, parce que tout à l'heure, Sandra avait posé une question sur le fait d'avoir peut-être supprimé des personnages. Alors, ce n'est pas le cas, mais comment vous avez travaillé ensemble sur le texte? Est-ce que le texte était peut-être plus long au départ? Est-ce qu'il y a eu des coupes? Est-ce que vous avez affiné sur le système narratif? Comment vous avez travaillé ensemble? Parce que je sais qu'Emmanuelle Colas travaille avec ses auteurs. Oui. Alors, elle travaille, en tout cas, je sais comment elle fait, je dirais d'habitude, mais pour mon roman, on a évidemment eu des petites corrections, des choses comme ça, mais non, il est resté tel. Voilà. C'est-à-dire, elle m'a dit, tout fonctionne, donc j'ai rien à te demander de changer, j'ai rien à… Alors, on a corrigé des petits mots, des petites choses comme ça, mais enfin voilà, on n'a pas eu à refaire le schéma narratif ou à modifier des choses de manière significative. Par contre, on lui doit à Emmanuel une chose tout à fait essentielle à laquelle je n'aurais jamais pensé, on lui doit la carte au début du roman. Exact, c'est une carte qui est créée. Mais oui, parce que d'abord, c'est elle qui l'a faite. Ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. Mais surtout, je crois que c'est très précieux pour mes lecteurs de ne pas se perdre dans la géographie crétoise et en fait, embarquer dans mon propos, j'y avais pas songé. Voilà. Et ça fait vraiment partie d'un des plus nombreux qu'elle a apporté. Et ça permet aussi de potentiellement envisager un voyage en Crète et de cocher les villes et les villages qu'on a envie d'aller voir. Est-ce qu'on finirait cette rencontre avec un dernier extrait, Muriel, que tu nous as préparé? Oui, bien sûr. De ma page, excusez-moi. Mais je suis confuse. Mon marque-page a bougé. Je sais exactement ce que je veux vous lire, mais je ne le trouve plus. Nous te pardonnons. Quelqu'un d'autre? C'est bon? Parfait. Comment? Non, c'est bon, tu peux y aller, Muriel. Alors, mais c'est pas vrai. Non. Bon, écoutez, j'espère que ce ne sera pas trop long parce que je crois que je voulais commencer là, mais je ne suis pas certaine. Rebecca Centuri. Qui est Rebecca Centuri? Le nom prononcé par le gardien résonne sur les parois voûtées. La jeune femme sursaute, se relève lentement. C'est moi. Pourquoi? Suivez-moi. Ça devait arriver. Les Allemands ont dû l'identifier comme résistante. Le moment de vérité approche. Est-il exact que l'on peut à la torture? Mais d'ailleurs, que pourrait-elle avouer? Ruth attrape la peau de Rebecca et y dépose un baiser. La jeune femme suit le gardien, sans un regard en arrière. Au lieu de la conduire vers une salle d'interrogatoire, le gardien l'entraîne dans un couloir étroit, une sorte de ramification souterraine de la forteresse. Les grosses pierres qui composent le mur sont rugueuses et froides. Au bout de ce couloir, une grille donne sur l'extérieur. Rebecca n'en croit pas ses yeux. De l'autre côté, dans la rue, elle aperçoit Costas. Le gardien déverrouille rapidement cette grille, laisse entrer Costas en grognant qu'ils ont peu de temps. Hein, je te l'ai bien dit, quelques minutes seulement. Merci, cousin, répond précipitamment Costas. Je te revaudrai ça. Cet instant suffocant de joie. Les bras ne suffisent plus pour s'étreindre, les lèvres pour se dévorer de baisers, les yeux s'affolent dans la nuit pour happer chaque parcelle de visage, les doigts s'entrelacent pour se souder à jamais, et puis les mots tentent de se faufiler, de franchir le barrage du gosier.
Ces mots, Rebecca avait tant supplié Dieu qu'ils soient prononcés. Ne perdons pas une minute, mon amour, viens avec moi, je t'en supplie. Partir? Mais comment? Mon cousin est prêt à prendre le risque de te laisser filer. Suis-moi vite. Soudain, le silence. Comme une aile de chauve-souris frôle une joue entre brûlure et douceur. Aspirer une grande goulée d'air. Laisser couler en soi le bonheur. Sentir la liberté à portée de mots, à hauteur de main. Eleftheria. Être pénétré par cette rage sauvage de vivre. Se laisser tout entière habiter par le fol espoir. Puis décider de l'étrangler férocement, d'un revers de mots, sec et sans appel. Non, je ne peux pas les abandonner. Mais tu es folle, tu dois vivre. Ils comptent tous sur moi. Ils seraient perdus en mon absence. Rebecca, cesse de te sacrifier. Je t'en conjure, choisis de vivre. Viens avec moi. Ils vont vous embarquer demain. La jeune fille vacille. La liberté est là, tapie derrière cette grille. Soudain, elle sent un souffle chaud dans son cou. Elle perçoit le bruit saccadé de centaines de respirations. Elle entend des gémissements et quelques pleurs aussi. De l'autre côté du couloir, dans la grande salle voûtée, si proche et si loin pourtant, il y a Abraham, le cordonnier, qui se lamentait de ne plus trouver de cuir pour les souliers. Solomon, le coiffeur, qui passe la main dans ses boucles comme s'il coiffait la reine de Saba. Esther, la couturière, qui lui a rapiécé tant de fois sa robe de concert. Anna, la marchande de légumes, qui n'a plus que quelques poignées de pois chiches et de lentilles, mais lui en offre toujours une louche supplémentaire. Marcos, qui a quitté l'école pour remplacer sa sœur sur la petite barque du père. Rahim et Sultana, si âgés qu'à eux deux, ils totalisent presque 200 ans. Victor, le petit cireur de souliers, qui crache pour remplacer le cirage. Elvira et Nina, les jumelles que personne n'a jamais croisées l'une sans l'autre. Mathias, le comptable du grand magasin de confection de M. Lévy. Ils sont tous là, et bien d'autres encore. Les yeux de tous les juifs de Rania, entassés dans la salle voûtée à quelques mètres d'eux, immense, la fixe dans le noir. Non, Costas, non, je ne peux pas les abandonner. Merci, Muriel. Merci infiniment pour cette rencontre. C'était un roman attendu. Il est vrai que ça fait déjà très longtemps qu'on a vu l'information que tu allais sortir un nouveau roman. Et tu ne nous as pas déçus, évidemment, tu nous as enchantés avec un très beau roman sur une période qu'on ne connaissait pas. Alors déjà, merci pour cet écrit, mais surtout pour cette rencontre-là. Comme toujours, tu trouves les mots justes. Donc merci, merci tout simplement. Merci à tous, merci à vous aussi, merci Anthony. Merci à tous, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Profitez des plats méditerranéens que Muriel nous raconte dans son livre aussi. Au revoir tout le monde.